Stéphane, comment allez-vous? Fort bien. Dans quel état d'esprit vous êtes à 1 heure et demie de monter sur scène? Je n'aime pas l'heure qui précède. Vous avez l'habitude, vous venez tôt au théâtre? Là, c'était pour vous rencontrer, cher ami. Mais je n'aime pas l'heure qui précède, c'est vrai. C'est pas que je n'ai pas le trac, mais je me sens bizarre. Vous avez des petits rituels d'avant de monter Oui, sur scène? mais j'ai des tocs, j'ai des tics. Je fais des babebibobus, je place ma voix. Je monte toujours les escaliers dans un certain sens parce que je peux arriver ou par là ou par là. Donc quand je les prends dans le mauvais sens, je les redescends pour arriver par là. Enfin bon, voilà, c'est... Cérémonial. Ouais, je suis pas très fier de tout ça finalement. D'être une vieille actrice. Est-ce que vous arrivez à analyser les émotions que vous avez sur scène? C'est-à-dire, Est-ce que c'est de la concentration, il y a du stress, il y a du plaisir? c'est beaucoup de concentration. C'est beaucoup de concentration parce que le spectacle c'est 2 heures, il est difficile, il est exigeant. Et oui, j'arrive évidemment à me marrer avec eux, et heureusement, parce que quand vous avez du plaisir, vous en donnez. Mais je reste quand même très concentré. C'est un spectacle très, très physique qui s'enchaîne. Et voilà, faut pas... Et en plus, j'ai une forme d'humour qui ne supporte pas la faute de texte ou le fait de mettre une phrase avant une autre, ou même le fait de mettre un mot avant un autre, l'effet il se fait plus. Donc la moindre faute de quart, je pars dans le décor. Enfin, je peux me rattraper sur un ski maintenant, mais bon, ça sera moins drôle que si j'avais dit les mots dans le bon sens. Est-ce que chaque soir est vraiment différent? Oui, oui, ce sont des gens différents, donc fatalement, chaque soir il va se passer quelque chose, ou je vais m'adapter à l'actualité, ou... Oui, je fais en sorte, en tout cas, je donne le sentiment aux gens que le spectacle que j'ai fait, voilà, c'est pas celui de la veille, ce sera pas celui du lendemain. Vous avez pendant cette période, vous avez rechargé les batteries? Énormément. Je me suis ressourcé. D'abord, c'est une récréation de jouer les textes qui ne sont pas de moi. Je n'ai pas la double responsabilité, celle du jeu et du texte. Quand vous faites du one-man show, vous êtes très exposé. Vous avez les deux responsabilités. Ouais, pardon, excusez-moi. Non, et oui, moi je pense aussi que c'est important de, comme vous dites, se ressourcer, c'est très juste. C'est-à-dire de ne pas tout le temps être dans le commentaire, ne pas être tout le temps un commentateur, mais être un observateur. C'est... Voilà. Si on rentre un peu dans le spectacle, est-ce que vous avez vraiment vécu une angoisse après l'ère Sarkozy en disant j'avais un super numéro et c'est quoi le prochain client? Non, Mais je m'y attends moins, quoi, en fait. J'en joue beaucoup de Oui. ça dans le spectacle, évidemment j'en joue. Mais enfin quand même, je ne suis pas un psychopathe à ce point-là. C'est-à-dire que voilà, ma vie s'est pas arrêtée quand Sarko est parti. Voilà, c'est vrai que bon, c'était un très bon client. J'en avais fait un peu ma tête de turc, je l'avoue. Il faut dire aussi que lui me donnait beaucoup de grains à moudre. Mais voilà, quand il est parti, il est parti. Et puis vous savez, l'avantage de Sarkozy, c'est qu'il n'est jamais totalement parti. Il sort par la fenêtre, il revient par la porte. Est-ce qu'avec Hollande, c'est une nouvelle ère, vous vous êtes dit, on est passé Sarko, mais on a quand même pas mal de choses à dire, il nous alimente de pas mal d'actu. Moi, j'y croyais pas, c'est ce que je dis dans mon spectacle, j'y croyais pas à Hollande. C'est quelqu'un qui nous a promis la normalité. Et pour un humoriste, la normalité, c'est la clé sous la porte, c'est le chômage, c'est la fin des haricots. C'est comme les Américains qui, quand ils sont passés de George Bush, qui était capable de s'étouffer avec un bretzel, à Barack Obama. Je pense qu'eux ont beaucoup plus souffert que nous. Parce que Barack Obama, pour le coup, il a quand même la classe, donc c'est difficile. Barack Obama, il n'a pas beaucoup d'aspérité, Barack Obama. A priori, ils sont prêts à ressouffrir de nouveau, non? Je crois qu'ils risquent d'être très très gâtés là, qu'ils vont avoir énormément de travail là. Oui, oui, même peut-être trop gâtés. Méfions-nous. Comment est née l'idée des Hollandais anonymes? Tout bêtement, pas tout bêtement, est-ce qu'une idée naît bêtement? C'est d'abord un papier que j'ai écrit pour Libération et que j'ai adapté en sketch. Les Hollandais anonymes, oui, ce sont des gens de gauche qui ont des pulsions de droite. C'est-à-dire que je pense que voilà, que même quand on est de gauche, même quand on partage certaines valeurs, on peut à certains moments de sa vie avoir des pulsions de droite. Est-ce que vous aviez de l'espoir en tant que citoyen, à titre personnel, avec Hollande?
J'avais en tout cas, je croyais beaucoup en une présidence qui ne soit pas une république monarchique, puisqu'il nous l'avait promis. Et je pense que c'est quelque chose qu'il aurait pu faire et pousser beaucoup plus loin par rapport aux années de faste, de gabegie, tout va de Nicolas Sarkozy. Vous, quel message vous avez à vos enfants ou quand vous croisez des gens plus jeunes qui sont un peu désabusés Mais je ne sais pas si justement, je trouve qu'ils ne sont pas tellement désabusés. En tout cas, ceux que je connais, c'est peut-être justement, heureusement d'ailleurs, parce que la jeunesse est inconsciente. Et c'est une d'ailleurs des qualités de la jeunesse, c'est d'être inconsciente. Donc c'est peut-être nous qui nous inquiétons pour eux. Mais un conseil, c'est de croire en ce qu'ils font, quoi. C'est le seul, qu'on soit boulanger, boucher, artiste, danseur, banquier, je n'irai peut-être pas jusque-là, quoique, mais c'est de croire en ce qu'on fait, quoi. Je ne vais pas raconter la fin du spectacle, mais vous vous lancez pas mal dans l'imitation. Ça remonte à quand les premières imitations? 2006, au Théâtre Trévise, donc ça fait un moment que j'en fais, ça fait 10 ans que j'en fais. J'ai commencé à oser en faire sur scène, oui c'est ça, en 2006. Spectacle qui s'appelait En avant la musique. Ouais, c'est ça, En avant la musique. Et votre première imitation, c'était qui? Je pense que j'ai fait Fabrice Lucchini très vite, et j'ai dû faire Patrick Poivre d'Arvor très vite, Besnéard très vite aussi. C'était les premières. Les hommes politiques sont venus après. C'était un peu casse-gueule ou pas du tout? Vous avez eu des critiques? Vous avez eu peur de... Non, parce que j'en faisais pas beaucoup, et puis... Et moi, ce qui a évité justement la critique, c'est que je pense que l'imitation, avant tout, c'est un texte. Voilà, c'est avant tout un texte. Et l'imitation est... Voilà. Bon, c'est vrai que si on peut avoir la voix et la gestuelle, évidemment, c'est un plus. Mais par exemple, ça ne me dérange pas du tout quand Canteloup fait des personnages sans avoir totalement la voix. Parce que moi-même, ça m'arrive. Par exemple, quand je fais Léa Salamé, je ne parle pas comme Léa Salamé. Mais j'évoque Léa Salamé par son phrasé, la façon qu'elle a de se tenir, etc. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant. Voilà. Et vous avez beaucoup bossé, par exemple, Finkielkraut ou autre J'ai pas mal bossé, ouais, j'ai regardé des vidéos. De toute façon, assez vite, on sent si on peut arriver à choper Voilà, il y a des gens que j'arrive pas à choper. Et vous avez envie, ouais, il y a des... Ah oui, moi j'aimerais la famille Le Pen, j'aimerais bien me la faire, mais voilà, je sais pas, j'y arrive pas. Qu'est-ce que ça vous apporte l'imitation en plus dans ce spectacle et dans les autres? Ça apporte un vrai plus. C'est comme, je sais pas, c'est comme un humoriste qui tout d'un coup sait chanter, jouer du piano, faire des claquettes. Il y en a qui s'y sont essayés avec plus ou moins de bonheur. Mais le fait de pouvoir faire des imitations... Les gens adorent les imitations. Les gens sont comme des gosses. Quand elles sont réussies, les gens adorent ça. Donc c'est un peu la cerise sur le gâteau. Dernière question, Stéphane, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, dans les prochaines semaines? Que ça continue, comme disait Madame Napoléon, pourvu que ça dure. Bon. Voilà, parce que le théâtre est plein, les critiques sont bonnes. Même au Figaro, j'ai eu une bonne critique, donc je suis très inquiet. Qu'est-ce qui va me tomber dessus? Qu'est-ce qui peut arriver? Voilà, écoute, si ce qu'on peut me souhaiter, ce qu'on peut nous souhaiter quand même, c'est qu'il n'y ait pas de drame, quoi, pour tout le monde, quoi. Que c'est merveilleux de voir que les gens ressortent. Oui. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une mission de l'humoriste plus qu'un autre? Vous, ça vous a engagé plus de responsabilités? Non, la mission, non, mais une responsabilité, oui. C'est-à-dire que je fais en sorte que tout se passe bien dans la salle, quoi. Voilà, c'est comme dans beaucoup de théâtres, on a assuré une protection, une fouille des gens, des rondes, de policiers, effectivement. Votre intro est audacieuse quand même. Oui, mais elle est maline. Elle n'est pas frontale. Donc, mais on a le cœur qui palpite un peu plus, hein, on se sent en vie, quoi. Ouais, mais justement, je pense qu'il faut... il y a plusieurs façons de rire avec les sujets sensibles. Et pas Mahomet, hein. Moi, je dis rien sur Mahomet. J'ai rien du tout. Comme j'ai dit, je ne veux pas jouer que 3 jours. Donc, j'ai envie de voir grandir mes enfants, donc il n'y a rien sur Mahomet. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup. Merci.